Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 13, les chemins de l'universalisation. La trame n'allait pas se dénouer du jour au lendemain, ni le mental cellulaire apparaître pur, délivré de l'hypnotisme du mental physique. Il faudra attendre 1965 pour cela. Le vrai corps, il faut l'arracher à la nuit du monde, de tout le monde. Les obstacles, en fait, ce qui empêche d'arriver là-bas, entre guillemets, ne sont pas des regrettables erreurs, des encombrements inutiles. Et quand on aura tout taillé, on y sera dans la jolie clairière supramentale. Les choses se meuvent selon un rythme plus complexe et l'expérience semble partir d'écrire une courbe à travers la forêt interminable, lointaine, avec des jours et des jours de marche. On touche un point B, un point C, D, les altérations du temps, de l'espace, du sommeil, de la vision, des organes des sens, une autre toute petite clairière, une autre rivière, chacune comme un monde en soi, et l'expérience à un, à deux, à trois, est loin, loin, derrière, entre guillemets, comme si elle n'était plus. On va d'un monde à l'autre, d'un lieu à l'autre, sans lien, puis tout à coup, sans raison, au bout de la courbe, on se retrouve dans l'expérience A, mais singulièrement élargie, approfondie, avec tout un train d'ondes et d'implications nouvelles, comme si cette même expérience était subrepticement changée, pourvue d'un autre sens et d'autres conséquences par le fait qu'on a touché B, C, D entre-temps. Puis encore, on repart d'écrire une grande courbe. On laisse la lignée A1, A2 et on retrouve B2, C2, D2 qui eux aussi ont subtilement changé entre-temps. C'est comme une marche au global dont aucun point n'est le bon, où aucun point n'est final ni acquis. Rien n'est là-bas, tout est n'importe où. Et quelquefois, dans un point inattendu de la marche, on est comme devant un secret total. En un éclair, toutes les lignées semblent se rassembler, et puis c'est encore parti. Et on marche, on marche. Où est le secret? Mère l'a touché 100 fois, 1000 fois, et on pourrait presque dire qu'elle n'a jamais su où était le secret. Elle l'a vécu, élaboré entre guillemets son nom. Elle marchait et ça se faisait par sa marche. Ce n'est pas une route mentale à travers un problème de mathématiques dont la solution est au bout, c'est une route cellulaire, une marche du corps. C'est un nouveau corps qui se fait dans le vieux corps ou qui se dégage du vieux corps, un nouveau monde qui se dégage du vieux. Tous les points sont bons, sont ça, mais il faut qu'ils soient tous également arrivés au développement qui résulte du passage à travers tous les autres points. En quelque sorte, on pourrait dire que la forêt se révèle d'un coup en n'importe quel point quand tout a été parcouru. Mère est le corps symbolique où se dégageait le corps du nouveau monde. Il y a seulement un chaînon qui manque pour que ce soit visible pour tout le monde. La forêt claire, le trajet total, le secret en tout point, l'Amazonie dévoilée, le nouveau monde sous nos pas, le nouveau corps là. Il manque seulement que nous nous apercevions de quelque chose. Parce que le trajet est fait, elle l'a parcouru jusqu'au bout. Qu'est-ce qui manque? Le secret, c'est de savoir ce qui manque. Ce n'est pas de savoir ce qui est là.
Il y a comme un rideau à tirer quelque part dans notre conscience. Nous nous demandons toujours si ce rideau, ce n'est pas ce fameux mental physique, cette magie déformante dont parlait Sri Aurobindo, un envoûtement cellulaire. La vraie matière. Quand les mailles de la trame lâchent un peu sous l'effet de cette impersonnalisation, aussi sous le martèlement du mantra, il se produit toutes sortes de phénomènes, d'abord assez imperceptibles comme un souffle, qui iront se précisant, s'amplifiant avec les années. Mais d'abord, la vraie vibration supramentale commence à s'infiltrer dans la matière, non pas comme une ruée écrasante et éclatante, mais sous une forme ténue que Mère a décrite bien des fois. Je vois qu'à mesure que ça travaille ici pour s'installer, cela produit cette petite vibration, un pointillement de vibration qui semble être indispensable pour pouvoir entrer dans cette matière. Mais on se demande vraiment dans quel sens il faut lire l'opération. Quand on dit entrer dans cette matière, on a l'impression de quelque chose qui est derrière ou en dehors et qui pénètre le milieu corporel. Mais est-ce réellement une pénétration du dehors ou plutôt une sorte d'éclaircissement qui fait qu'on voit et perçoit ou sent ce qui était toujours là sous les mailles de la trame? Nous nous sommes toujours demandé dans quel sens il fallait lire le phénomène. La question a l'air très simple, mais il en découle des conséquences assez radicalement différentes, qui changent toute l'optique du processus. Dans un cas, c'est l'autre vibration qui peu à peu s'infiltre dans la vieille matière et la modifie. Donc, une transformation de l'une par l'autre. Et dans l'autre, c'est l'état réel, la vibration réelle, la forme vraie, qui se dégage des mailles de la trame ou du voile debout et qui prend la place de l'autre. Donc, une substitution ou un dévoilement. Nous nous poserons la question jusqu'au bout. Des années plus tard, après avoir parcouru toute une courbe et bien des courbes d'expérience, Mère est revenue sur cette infiltration en pointillement et tout à coup, comme ça, dans la conversation, elle a fait une remarque qui nous a laissé complètement ahuris. Et c'est toujours comme cela avec Mère. Ces découvertes si formidables dont les savants feraient des volumes, elles n'avaient jamais l'air de découvertes. Simplement, elle notait un fait au passage, ou plutôt s'en apercevait, faisait une remarque, et puis c'était fini, on continuait. Mère était pleine de découvertes aussi transparentes que l'air qu'on respire, et elle ne prenait pas toujours la peine de mettre un nom dessus pour vous dire ça, c'est une découverte. Elle se contentait de vivre la chose sans la mentaliser. La découverte, c'est pour après, quand on mettra un nom dessus. Au fond, tout est découvert avec le voyage de mer, mais rien n'est nommé. Alors, c'est comme si cela n'existait pas, pour nous. Cette fois-là, elle a nommé. Elle observait que cette infiltration en pointillement provoquait toute une nouvelle manière d'être dans le corps. Une manière d'être qui serait lumineuse, harmonieuse. Cette manière d'être, elle est encore très indéfinissable, mais dans cette recherche, il y a une constante perception qui se traduit par une vision d'une lumière multicolore, de toutes les couleurs,
Non pas par couche, mais comme si c'était pointillé, une association par points de toutes les couleurs. Alors, nous nous souvenons de cette lumière irisée qu'elle avait perçue au début du siècle, tout au fond de l'inconscient, c'est-à-dire un immense trajet parcouru, nous pourrions dire parcouru par la Terre. Le corps de mer est un corps terrestre comme tous les autres. Puisque cette lumière n'était plus là-bas, sous des couches et des couches abyssales, dans une sorte de caverne profonde, mais juste là, à l'orée de son corps, pointillant par tous les pores de sa peau, si l'on ose dire. Le voile s'était amenuisé, et elle ajoutait: Maintenant je vois ça constamment, associé à tout, et ça semble être ce que l'on pourrait appeler une perception de la vraie matière. Toutes les couleurs possibles sont associées sans être mélangées et associées par points lumineux. Tout est comme constitué de cela. Nous croyons bien qu'elle n'a plus jamais parlé de vraie matière après cela. C'était venu, c'était parti. Une autre fois, c'était autre chose qu'elle ne nommait pas. Par contre, de plus en plus souvent, elle parlera de la fausse matière, comme si ce pointillement vibratoire multicolore était la vraie façon d'être de la matière qui se dégageait ou se percevait de plus en plus à mesure que la trame s'éclaircissait. C'est cette trame qu'elle appellera la fausse matière. Le phénomène a donc l'air de plus en plus de se lire dans le sens de la substitution de la vraie matière ou du dévoilement de la vraie matière, au lieu d'une transformation de la vieille matière en quelque chose d'autre. Alors beaucoup de choses s'expliquent. Tous ceux qui s'attendaient à voir Mère soudain rajeunie, déridée, dévoutée et glorieuse dans la même vieille substance corporelle, regardaient le phénomène dans le mauvais sens. Peut-être regardons-nous la terre entière dans le mauvais sens. Le monde nouveau, ce n'est peut-être pas le vieux qui se transforme, c'est le vrai déjà là qui prend la place. Un formidable changement d'optique, une grande dissolution de la trame. Alors, il faut savoir de quel côté on est. Mais cette perception de la vraie matière, dans son corps, dans les objets, dans tout, ne se bornait pas à une vision, parce que, après tout, les visions, c'est bon pour ceux qui peuvent voir. Elle se traduisait matériellement, corporellement, par toute une manière d'être différente dans la matière, comme si les lois n'étaient plus exactement les mêmes. Alors, on comprend qu'il faut une adaptation si le corps ne doit pas tout d'un coup se désagréger ou se volatiliser sous l'effet des lois nouvelles, ou plutôt sous la brusque disparition des lois anciennes qui étaient là, sous lui, sur lui, comme un paquet de plomb. Le plomb est léger pour nous. La cage n'existe pas pour nous. Il faut en sortir pour comprendre que c'est du plomb et que c'est une cage. Mais au moment où on en sort, il y a un passage un peu bizarre pour le vieux corps. En quelque sorte, comment être dans deux corps ou dans deux matières à la fois? Comment passer dans l'une sans mourir à l'autre, ou du moins s'évanouir?
C'est comme si l'on devait respirer deux airs complètement différents, l'un mortel, l'autre vivant. Et comment continuer à être dans le mortel tout en restant vivant? Comment être dans la vraie matière, vivre la vraie matière, sans perdre l'autre, qui est le pont, le joint avec la vieille existence terrestre qui permet de continuer à être, vivre, faire comme tout le monde apparemment, parler aux autres, être accessible pour eux. On n'est accessible que dans la mesure où on est mortel comme eux, faux comme eux, opaque, lourd, vieillissant, douloureux. Ce sera de plus en plus le problème de mer, un peu le problème du premier amphibien. En somme, comment être des deux côtés de la trame? Être dans la mort sans y être. La nouvelle manière d'être. Cette nouvelle manière d'être de la matière, ou d'être dans la matière, c'est très graduellement précisé, avec beaucoup de précautions, mais tout de même. Et d'abord, à quelle occasion se manifeste-t-elle? Qu'est-ce qui déclenche l'autre mouvement? Un corps, c'est très simple d'une certaine façon. Ça respire bien, ça respire mal. C'est confortable, c'est fatigué. Ça tourne en rond, ça fait des gestes comme d'habitude. Dès qu'une habitude change, ça grince. Il y a des millions d'habitudes pour le corps. Tout est une habitude. Ces habitudes, quelles qu'elles soient, bonnes, mauvaises, utiles, nuisibles, bien respirées, mal respirées, font partie de la trame, sont dans la trame. La trame, c'est finalement une habitude, des millions d'habitudes. Une habitude de bonne santé, une habitude de mauvaise santé, finalement une habitude de mourir parce que c'est comme cela que ça se fait. C'est comme cela que font les corps, c'est la manière des corps. Or, le nouveau mouvement a tendance à se dessiner quand on cherche à sortir d'une habitude, quelle qu'elle soit, si microscopique et futile soit-elle. Ça grince tout de suite. C'est malade très volontiers parce que ce n'est pas content. Et puis tout devient très assommant. Ce monde est décidément très dégoûtant. C'est tout qui est dégoûté. La trame n'est pas contente. Elle a même envie de mourir. Oh, un souffle. C'est un grand mot qu'elle ne chuchoterait peut-être pas. Mais en fait, le moindre petit grincement va directement là, si on y touche un peu, si on le taquine, pourrait-on dire. Cette trame, on peut la toucher de n'importe quel côté, dans n'importe quel coin. C'est surprenant comme on se retrouve toujours devant la mort, une petite mort en catimini, si imbécile que l'on en rit quand on s'en aperçoit et qu'on l'envoie promener. Mais elle n'oublie pas, elle attend son heure, c'est tout. Ce ne sont pas nos fanfaronnades mentales qui font les choses finalement, c'est elle, en sourdine. On peut donc attraper la trame des habitudes par n'importe quel bout. Mais si l'on regarde bien, il y a une habitude qui est comme la mère des autres, ou en tout cas plus prononcée que les autres. C'est l'habitude de la défaite. Nous pouvons prendre celle-là comme exemple d'une excellente occasion de déclencher le nouveau mouvement. S'il y a le moindre mal, le corps est comme instantanément résigné. Oh, c'est telle maladie. Ça dure tant de mois ou tant d'années. Et puis il faut se faire opérer. Et puis il faut toute la liste. Il y a même des rêves du mental physique où on se fait opérer pendant des heures, stoïquement, et je ne sais quel délice de résignation. La conscience physique, celle qui fait fonctionner les cellules, nous pourrions dire plus justement celle qui hypnotise les cellules, est habituée à l'effort,
à la lutte, à la misère, à la défaite. Tellement habitué, c'est tout à fait universel. Chez les gens, c'est seulement la conscience mentale qui tient. Mais la conscience physique a tendance à prévoir la catastrophe tellement elle est habituée. La faim, n'est-ce pas? Cette faim qui a été inévitable pendant des siècles et des siècles, ça pèse. C'est très difficile. C'est un travail très lent et très constant pour remplacer cette petite espèce d'habitude de la défaite, au fond, par une foi, la vraie conscience que la vérité, c'est l'harmonie, la vérité, c'est le progrès, la vérité, c'est la lumière, la vérité. Et le corps, la conscience physique, retombe constamment dans sa vieille habitude, ce que mère appelait la vieille manière. Il y a une telle imbécilité dans ce corps. Par exemple, à chaque moment, ce sont des secondes ou des minutes, n'est-ce pas? Mais à chaque moment, il y a le choix entre la continuation de la vieille habitude ou le progrès vers la conscience. C'est tout le temps comme cela. Et par avachissement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas de la mauvaise volonté parce que c'est imbécile. C'est plus imbécile que la mauvaise volonté. Il y a une tendance spontanée à choisir la détérioration au lieu de l'effort de progrès. C'est de l'avachissement. Mais quand il sait et qu'il fait l'effort, ça se traduit toujours, toujours par des lumières, oui, comme des ondes vibratoires, et celles de progrès sont celles qui ont toutes les couleurs, ce pointillé de toutes les couleurs. Ce sont elles qui choisissent le petit effort immédiat de rejeter l'avachissement. Mais ce ne sont pas des événements importants. C'est quelque chose de chaque minute, pour chaque chose, tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour tout. Il y a donc un effort ou une manière d'être qui produit une certaine porosité du corps. Quand il y a cet effort, qui est plutôt un appel dedans, un besoin d'être quelque chose au lieu de cette masse amorphe qui enregistre les minutes nulles comme un compteur de taxi, quand le mantra martèle cette opacité lourde, il y a parfois, puis plus souvent et de plus en plus souvent, une sorte de gonflement lumineux qui se produit dans le corps comme une dilatation qui est vraiment l'aspiration du corps, son cri, son appel d'air vrai au milieu de cette suffocation ambulante. Tout d'un coup, il se met à suffoquer, comme s'il s'apercevait de la trame. Cette dilatation, qui se perçoit dans les cellules, partout, oui, comme un gonflement lumineux, peut même devenir assez écrasante et comprimante d'une autre façon, comme s'il n'y avait pas assez d'espace là-dedans, comme si c'était encore trop encrassé. C'est le signe de l'infiltration de l'autre mouvement qui devient de plus en plus aisé et coulant, si l'on peut dire, à mesure que la substance se clarifie et s'impersonnalise. L'intelligence fait la même chose quand elle commence à sortir du premier cocon d'ignorance qui l'enveloppe. Elle suffoque. Elle a l'impression de se cogner partout dans de la laideur, de la sottise, de la petitesse et d'être comme encagée. L'opération se répète avec la conscience du corps. Mais ici, la sottise, ce sont toutes les lois physiologiques. Et c'est là qu'un nouveau mode d'être commence à se dessiner, imperceptible et presque comme un souffle au début,
mais qui doit avoir de prodigieuses conséquences. Nous ne savons pas le formidable pouvoir qui germe dans ces microscopiques opérations. Ce pointillement lumineux, cela paraîtait être le vrai mode d'être, disait-elle au début. Je ne suis pas encore sûre, mais en tout cas, c'est un mode d'être beaucoup plus conscient. Et je le vois tout le temps, les yeux ouverts, les yeux fermés, tout le temps. Et le corps a une curieuse perception, à la fois de subtilité, de pénétrabilité, si l'on peut dire, de souplesse de forme, et pas positivement d'une suppression, mais d'une diminution considérable de la rigidité des formes. Et le corps lui-même, la première fois qu'il a senti cela dans une partie ou l'autre, il a eu l'impression, et il est un peu perdu comme cela, a l'impression de quelque chose qui échappe. En effet, c'est là qu'a commencé la série des évanouissements. Mais si l'on se tient bien tranquille et que l'on attende tranquillement, ça se remplace simplement par une sorte de plasticité, de fluidité qui semble être un mode nouveau des cellules. Ce serait probablement ce qui, matériellement, doit remplacer l'ego physique. Voilà qui n'a l'air de rien, mais qui est en quelque sorte la dissolution de tout ce qui fait le support ou la force d'amalgamation de notre corps, ce qui fait qu'on se sent un corps, mon corps, c'est-à-dire l'habitude formée par la trame. Des millions d'habitudes centrées, emmaillées dans un réseau vibratoire qui font un jeu physique comme il y a un jeu mental ou un jeu sentimental. Si l'on veut sortir de la trame, c'est une curieuse aventure, pas commode. Mes mères ouvraient le chemin en quelque sorte dans son corps, un peu comme l'ancien premier saurien qui apprenait la manière d'avoir des ailes, en plus radical. C'est-à-dire que la rigidité de la forme, poursuivait Mère, semble devoir céder à cette nouvelle manière d'être. Mais n'est-ce pas, le premier contact est toujours très surprenant. Mais petit à petit, le corps s'habitue. C'est le moment du passage d'une manière à l'autre qui est un peu difficile. Ça se fait très progressivement et pourtant il y a un moment, au moment du passage, il y a quelques secondes qui sont, le moins qu'on puisse dire, c'est inattendu. Toutes les habitudes sont comme cela défaites. Et pour tous les fonctionnements, c'est comme cela. Pour la circulation du sang, pour la digestion, pour la respiration, toutes les fonctions. Et au moment du passage, ce n'est pas que l'une remplace brusquement l'autre, mais c'est un état de fluidité entre les deux qui est difficile. Le corps du monde. Cette infiltration est mal supportée au début. Tout se désorganise. C'est comme une sourde révolte. Comme si on mettait le pied sur une fourmilière, avait-elle dit. Et c'est exactement cela. Tout devient très agressif.
Et étrangement, on dirait que toutes les choses matérielles, même les objets, les bêtes autour ou tous les gens autour deviennent très agressifs, comme s'il y avait une muette connivence dans la matière. Nous avons observé personnellement un phénomène très remarquable qui s'est renouvelé plusieurs fois pour que l'on comprenne bien, parce que c'est aussi une étrange expérience. Dès que l'on veut essayer de comprendre comment les choses se passent réellement dans la matière, c'est comme si tout venait vous faire une démonstration, une sorte de complicité dans l'autre sens. Tout s'éveille et semble se répondre, faire des échos partout, à 10 000 kilomètres et sous les pieds. Or, nous nous sommes aperçus que les jours où il y avait un dérangement dans l'atmosphère, non seulement il arrivait toutes sortes de petits accidents minuscules qui venaient comme par vagues, les uns après les autres, dans les gens autour, les objets autour ou dans nos propres gestes, mais les bêtes même se mettaient à grincer et nous retrouvions immanquablement un scorpion à notre porte ou sur les marches de l'escalier, comme si tout se mouvait d'un même rythme maléfique, microscopique. On pourrait presque dire comme si toute la matière grinçait ensemble. Il y a de petits désordres, il y a de grands désordres. Lorsqu'une deuxième fois, en 1961, la force supramentale a voulu s'emparer de son corps, Mère notait: toutes les difficultés possibles se sont levées en masse. Comme cela devait arriver et comme c'est sûrement arrivé pour Sri Aurobindo, je l'ai compris. J'ai compris. Eh bien, tu sais, ce n'est pas une blague. Je me demandais pourquoi tout cela s'était acharné sur lui. Maintenant, je comprends. Parce que c'est identiquement le même acharnement sur moi. Au fond, c'est tout ce qui est encore susceptible d'être touché par les forces adverses dans la conscience matérielle, pas positivement la conscience du corps, mais on pourrait dire la substance telle qu'elle est organisée par le mental, le premier mouvement du mental dans la vie, ce qui a fait le passage de l'animal à l'homme. Je veux parler de la première mentalisation de la matière. Eh bien, il y a là-dedans quelque chose qui proteste et qui, en protestant, naturellement, crée des désordres. Nous voilà devant cet éternel mental physique. Et ce qui est très remarquable, c'est que ce mental physique, c'est quelque chose qui s'est formé avec l'homme. C'est ce qui a fait le passage de l'animal à l'homme. Il n'y a pas de mental physique chez la bête, il y a seulement un mental cellulaire. La cage n'existe que pour nous. L'inconscient, ce que toutes les traditions situent au début des temps comme une sorte de roc primitif, est en fait un phénomène humain. C'est un phénomène du mental physique. C'est le voile ou le mur de boue, la trame. Derrière, tout communique. Il n'y a pas de mur. L'évolution s'est encagée, voilée, des centaines de millions d'années après, pour des raisons d'individualisation que nous avons dites. Mais si le fait est exact, si réellement c'est le mental physique qui fait le mur, alors nous sommes devant une formidable possibilité.
Ce n'est plus du tout une évolution, une transformation, une mutation qu'il faut accomplir à coups de siècles et de misère chanceuse. C'est un renversement du mur. Et tout est là. La conscience totale est là, le mouvement total est là, la Shakti, le pouvoir total est là. Nous avons cherché à crever le mur là-haut, mais c'est en bas, dans la matière, qu'il faut le crever. Nous avons cherché à fabriquer des super hommes dans la trame, mais c'est la trame qu'il faut démolir, et tous les super, plus inimaginables que nous pouvons le penser, sont là. Seulement, la trame se met à grincer et tout grince quand on y touche. Tout s'est levé en masse, disait Mère. Et elle ajoutait, comme après réflexion, c'est cela, c'est l'introduction de quelque chose de tout à fait nouveau dans cette matière, et le corps proteste. Le corps du monde proteste. Il proteste véhémentement contre ce petit pointillement de lumière subreptice qui est en train de déranger toute sa manière d'être. Mais comment un corps, un petit corps tout seul dans un coin de Pondichéry, peut-il changer le corps du monde? C'était notre question constante les premières années que nous étions auprès de Mère. Parce que c'était le problème du monde qui nous intéressait et nous ne voyions pas comment cette petite mère souriante qui faisait le va-et-vient dans son couloir au milieu de ses échantillons grinçants pouvait transformer le monde. Cela nous paraissait une sorte de conte. Comment le fait de dénouer une petite habitude ici, vraiment un grain de poussière dans la grande étendue du monde, pouvait dénouer l'énorme habitude du monde. Certes, nous voyons bien que toutes les petites habitudes autour grinçaient comme un cœur, comme en cœur. Mais comment le travail que tu fais sur ton corps peut-il avoir un effet général sur la substance corporelle en dehors de toi? Toujours de la même manière, répondait-elle, parce que la vibration se répand. Par exemple, chaque fois que j'ai pu dominer quelque chose, je veux dire, trouver la vraie solution pour ce qu'on appelle une maladie ou un mauvais fonctionnement. La vraie solution, c'est-à-dire pas une solution mentale, pas une connaissance ordinaire, mais la solution spirituelle, la vibration qui défait le mal ou qui remet d'aplomb. J'ai toujours pu, très facilement, guérir les gens qui avaient la même chose par l'émission de cette vibration. C'est comme cela. C'est parce que toute la substance est une. Tout est un, n'est-ce pas? C'est cela que nous oublions tout le temps. Nous avons toujours le sentiment de la séparation. Ça, c'est le mensonge total, total. Parce que nous nous basons sur ce que nos yeux voient, nos mains touchent, ça, c'est vraiment le mensonge. Dès que l'on change un peu de conscience, on s'aperçoit que, tu sais, c'est comme une image qu'on a plaquée. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas du tout vrai. Même dans la matière la plus matérielle, même une pierre, même dans une pierre, dès qu'on change de conscience, toute cette séparation,
toute cette division disparaît tout à fait. Ce sont, comment dire, des modes de concentration, des modes vibratoires dans la même chose. Tel est le procédé de la contagion spirituelle. Toutes les vibrations sont contagieuses, les bonnes aussi. Sur le moment, nous étions convaincus, parce que Mère faisait voir quand elle parlait. On sentait dans son corps. Mais tout de même, nous posions et reposions la question sous une forme ou une autre. Comment ce petit mouvement ridicule auquel je tords le cou dans ma conscience peut-il être déraciné ailleurs dans le monde? Là, nous tendions un piège beaucoup plus difficile à Mère. Et en fait, nous avions raison de le tendre. Parce que, à cette époque, elle n'avait pas encore trouvé le vrai mécanisme. Elle y était amenée à coups de poing et de marteau. Elle nous répondait: c'est une erreur de penser qu'il y ait aucun mouvement dans le monde qui soit personnel. C'est la conscience ignorante de l'homme qui le rend personnel, mais ce ne l'est pas. Ce sont des attitudes terrestres. Et elle ajoutait encore: c'est venu avec le mental. Les animaux n'ont pas cela. Et c'est pour cela que je sens une douceur dans les animaux, même soi-disant les plus féroces, qui n'existent pas chez l'homme. Très bien. Mais même si ce sont des vagues de courant général, comment le fait de l'avoir exclu de ma trame personnelle va-t-il l'exclure de la trame mondiale? Il y a une racine à toucher quelque part. Et Mère nous expliquait son procédé d'alors, celui qu'elle avait utilisé pendant des décades. Et nous croyons bien qu'on pourrait l'utiliser pendant des siècles sans qu'il y ait un vrai changement radical. C'est le procédé spirituel de tous les yogis authentiques, ceux qui travaillent pour le monde, en silence. Mère sortait de son corps matériel, cette petite trame-là, et nécessairement, dès l'instant où on sort de la trame, tout devient universel. Elle agissait donc sur les diverses couches de conscience universelles, les couches mentales, vitales, subconscientes, tout cela qui trame nos idées brillantes ou moins brillantes, nos réactions saugrenues ou plus néfastes. Quand on descend pour faire un travail de transformation, par exemple, pour amener la lumière dans les différentes couches de vie terrestre, ce n'est pas un subconscient individuel, et le travail ne se fait pas par une individualisation, il se fait par le mouvement contraire, par une sorte d'universalisation. De la minute où tu t'universalises, tu agis sur le tout. On se sépare en idée, mais on ne peut pas se séparer en fait. C'est-à-dire que si tu essaies de supprimer le subconscient en toi, il faut que ton mouvement soit général. Il ne peut pas être personnel, tu n'y arriverais jamais. Et Mère nous racontait le travail qu'elle faisait, particulièrement à la nuit, quand elle sortait de son corps et qu'elle avait un peu la paix. C'est toutes les nuits. Alors, cela se traduit par toutes sortes de scènes, toutes sortes de symboles, toutes sortes de souvenirs, depuis des paroles jusqu'à des images. Et c'est par groupes et catégories de tendances. Cela représente les différentes tendances humaines dans les détails. Ces catégories de tendances
où ces attitudes terrestres, ces milliers de réactions imbéciles à défaire, prenaient toutes sortes de visages, quelquefois des visages composites bien curieux, comme si un visage en représentait des dizaines ou peut-être des centaines. Il ne représentait pas une personne, mais une attitude. Quelquefois, ces personnages sont faits avec les traits de plusieurs autres mis ensemble pour bien indiquer qu'il s'agit d'un état de conscience et pas d'une individualité. C'est rarement une individualité, c'est un état de conscience. Déjà au Japon, je me souviens, il y avait 4 personnes que je ne pouvais jamais distinguer dans mes activités de la nuit. Toutes les 4 étaient toujours mélangées. Et Dieu sait qu'elles ne se connaissaient même pas. Mélangées parce que leurs réactions subconscientes étaient identiques. Il y avait un Anglais, un Français, un Japonais et encore un autre, chacun d'un pays différent. Eh bien, à la nuit, tous les mêmes. Et tous les mêmes, comme si l'on voyait l'un à travers l'autre. C'est là où les échantillons de l'ashram prenaient leur sens universel. Les personnes qui m'entourent, avec tout ce travail, sont comme des familles dans ces mondes-là. C'est-à-dire qu'il y a des types. Chacun représente un type. Ces types prennent l'image de quelqu'un avec qui j'ai un rapport, ou j'ai eu un rapport personnel. Mais ce sont pour moi des types. Ah, c'est tel type. Et ce peut être des milliers de gens. Et l'action sur le personnage type a des répercussions sur tout ce qu'il représente. Mais Mère ajoutait, ça, c'est un labeur qui paraît infini, sans fin en tout cas. On se demande si c'est vraiment la solution, si la racine est vraiment touchée de cette façon-là. Et son labeur le jour, au milieu de tous ces gens à voir, ces difficultés à résoudre, ces résistances à vaincre, ces milliers de petites réactions dans son corps et autour, avaient le même caractère symbolique. Les détails en eux-mêmes n'ont pas d'importance, mais ils sont symptomatiques du tout. Oui, comme les petits scorpions qui accourent à la porte. Une maladie, c'est 1 million de mêmes maladies. C'est-à-dire que les difficultés, les obstacles, les batailles, les victoires, les progrès ne sont rien en eux-mêmes, que des indications d'un mouvement général. Il y a des moments avec des avances ou des progrès fantastiques qui paraissent miraculeux. Et le tout, vu d'ensemble, on sent comme une poussée globale. Une diable de poussée, c'est sûr. Mais est-ce que l'espèce scorpion disparaît pour autant? Peut-être au bout de quelques siècles de pensée globale. Est-ce que c'est vraiment comme cela qu'on peut démolir la trame du monde? Poser cette question, c'est mettre en question tous les procédés spirituels depuis que les spiritualités existent. C'est d'avance donner raison à tous les matérialismes du monde qui n'ont pas cessé de nier la puissance de l'esprit et d'affirmer la supériorité de leurs mécanismes d'amélioration matérielle, quoique ceux-ci soient un peu branlants depuis quelque temps. Et la réponse, la seule réponse,
celle que Mère allait découvrir dans son corps, c'est qu'il n'y a qu'une manière de guérir le corps du monde, c'est d'être le corps du monde. Il n'y a qu'une manière de démolir la trame, c'est de la démolir dans un corps qui est devenu tout le corps du monde. Il faut sortir de la trame sans sortir de son corps. L'extase, c'est du rêve gentillet. On ne peut agir vraiment, totalement, que sur ce qu'on est. Si on veut agir sur la matière terrestre, il faut être toute la matière terrestre. Il faut une contagion matérielle. Ce n'est pas d'en haut, ni du dedans, ni du dehors, ni en méditation, ni en contemplation, ni en sortant de son corps dans les 4 ou les 36 dimensions qu'on trouvera la solution, mais en devenant chaque atome, chaque vibration du corps terrestre. Et comment est-ce possible? Mentalement, on comprend que l'on puisse devenir la conscience cosmique et entrer dans le mental universel. Même vitalement, on comprend que l'on puisse devenir la grande énergie de vie et entrer dans le dynamisme universel. Encore que nous n'en connaissions guère d'exemples terrestres, sauf peut-être à une toute petite échelle, Napoléon, Alexandre ou Gengis Khan. Mais corporellement, un petit corps, comment peut-il devenir tous les corps et entrer dans toutes les misères du monde sans en mourir? Comment même, physiologiquement, peut-il élargir sa conscience cellulaire sans éclater ou sans se dissoudre? Et finalement, ce petit pointillement-là ne pouvait vraiment entrer dans le corps du monde que si le corps de Sri Aurobindo ou celui de Mère, de quelque façon, était devenu le corps de la Terre. Chaque atome, disait Sri Aurobindo. Les petites portes. La réponse, on allait la faire vivre à Mère. La matière même allait la lui donner. En fait, nous sommes toujours dans la réponse. Elle nous est constamment donnée pour tout dans les moindres détails, mais nous ne savons pas la voir. Nous ne savons même pas que c'est la réponse. Constamment, nous interposons un voile sur tout ce qui arrive. Notre idée, notre préférence, notre réaction, notre sensation. Rien n'arrive pur, tout est d'avance voilé, tordu, interprété dans un sens ou dans l'autre, et toujours c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais, c'est affreux, c'est excellent. L'oiseau ne pose pas de questions, il ne se demande pas où est la Sibérie, il va en Sibérie, tout droit. Et nous sommes constamment dans cette Sibérie ou cette Amazonie ou ce vrai pays que nous cherchons, cette réponse à toutes nos questions, cette réalisation jamais future, toujours là, sous nos yeux, nos pas, mais nous ne savons pas que c'est ça. Nous vivons dans un faux futur. Notre sens du temps est un mensonge, comme tout le reste des perceptions de notre trame, comme la tuberculose, la mort, la gravitation et le là-bas. C'est un incroyable tissu d'irréalité. Mère disait une irréalité objective. Et nous comprenons bien ce qu'elle veut dire. Seulement,
Il ne suffit pas de le penser et de le comprendre mentalement, il faut apprendre à le vivre dans son corps. Il faut défaire l'habitude. Il faut retrouver l'Amazonie toujours pleine, qui est là, à chaque instant, avec toutes les réponses. Mère vivait la réponse, là, au milieu de tous ces échantillons. Elle ne savait pas, ou pas encore, que c'était la réponse. Elle commençait à apprendre, avec émerveillement, que tout est la réponse. Nous disions qu'elle n'a jamais su quel était le secret, et pourtant elle l'a touché, vécu 1000 fois. Mais est-ce que l'oiseau sait que c'est la Sibérie? Il note peut-être certains changements de climat. Mère notait, comme cela, beaucoup de petits changements de climat. La Sibérie, c'est pour les géographes. Nous sommes le géographe de mer. Dans la vie ordinaire, on pense les choses puis on les fait. Mais c'est juste l'opposé. Dans cette vie, il faut d'abord le faire et puis après on comprend, même longtemps après. Il faut d'abord faire sans penser. Si l'on pense, on ne fait rien de bon. C'est-à-dire qu'on retourne à la vieille manière. Et mère ajoutait, on ne peut pas en parler. La preuve, c'est que si l'on pouvait en parler, ce serait ici. Et encore, probablement, on n'en parlerait pas. Elle allait au milieu d'eux, des chèques à signer et des échéances impossibles, des plaintes ici, des maladies là, des professeurs de travers, des élèves de travers, des je veux et je ne veux pas, et des douleurs de son corps et de la douleur de tous les corps, de la grande misère partout vêtue de grands mots. Cette souffrance, cette misère générale, est une chose qui devient presque insupportable. Ça a été mis en moi comme une sorte d'angoisse aiguë qui est certainement une nécessité pour en sortir. Pour en sortir, c'est-à-dire pour guérir, pour changer, pas pour s'enfuir. Je n'aime pas les fuites. C'était ma grande objection aux bouddhistes. Tout ce que l'on vous conseille de faire, c'est simplement pour vous donner la possibilité de vous enfuir. Ce n'est pas joli. Mais changer, oui. Et elle s'apercevait que même son angoisse était déjà une sorte de réponse. On crée toutes les conditions matérielles qu'il faut pour trouver la solution. La suffocation, c'est déjà le premier pas vers la porte. L'angoisse est imbécile, mais c'est le visage faux, la traduction mentale d'un état physiologique nécessaire pour arriver à la solution. Et comme cela, tout est faux, tout est vrai. L'état est vrai, il est exactement comme il doit être, mais la traduction mentale et la sensation que nous y ajoutons dans la trame est une fausseté complète. Et ainsi, tout est faux dans le monde et tout est parfaitement vrai. Elle apprenait, oui, que toutes les imbécilités qu'on fait, c'est pour le travail. C'est imbécile à cause du mauvais sens, c'est nocif à cause de la mauvaise réaction, c'est désastreux, ça peut conduire à la mort. Et la même chose, vue autrement et prise autrement, est une porte qui s'ouvre sur la victoire. On commence à voir
toucher, palper, qu'on vit dans un monde de mirages. Et c'est très intéressant, c'est presque fabuleux parfois. Un tout petit quelque chose, et ça bascule dans la merveille. Un autre tout petit quelque chose, et ça bascule dans le noir. Et c'est la même chose, le même fait, soi-disant matériel, concret. Et on s'aperçoit toujours que c'est tout ce que le mental physique y ajoute vient coller, plaquer sur le fait, englué de noir subrepticement. Mère apprenait la leçon. Et tout d'un coup, elle s'écriait, comme frappée de révélation. À chaque seconde, à chaque instant de l'univers, tout est exactement comme ce doit être. Ça, c'est la toute-puissance. C'est énigmatique et c'est foudroyant de puissance, ces quelques mots, si on comprend tout. La toute-puissance, le pouvoir, le grand sésame, c'est peut-être seulement de s'apercevoir que tout est exactement, merveilleusement comme ce doit être, mais de s'en apercevoir dans son corps. Alors le corps voit et le mirage se dissout. Alors il ne meurt pas. Alors il n'est pas malade. Alors toutes les fausses conséquences mentales s'écroulent. Et il est tout puissant, invincible, il est. Seulement il faut le vivre à chaque seconde. Cela paraît fabuleux et c'est d'une simplicité incroyable, si simple qu'on ne peut pas y croire. Le mental ne peut pas croire à ce qui est simple, c'est son rôle, tout compliqué, tout encagé, tout englué. En quelque sorte, il faut démentaliser le corps. Traduit mentalement, nous disons que Mère apprenait l'impersonnalisation. Mais c'est un affreux mot, où l'on sent déjà la brimade de la petite personne. Il n'y a rien à brimer. Il n'y a qu'à se laisser peu à peu couler dans l'évidence, alors tout devient autre. Mais cette coulée dans l'évidence, ce n'est pas une sorte de sourire béat à tout, encore que cela puisse le devenir, mais vraiment, ça ne peut pas le devenir tant que le corps sera dans la mort. Là-haut, on peut sourire, c'est très bien, c'est très bouddhique et ça fait un joli tableau. Mais c'est dans le corps qu'il faut avoir le sourire. Cette coulée-là, c'est d'ouvrir la petite porte de tout dans tout. Tout a une porte. Chaque chose, chaque incident, le plus microscopique, a sa porte. On l'ouvre ou on la laisse fermer. Si on dit oui ou non, la porte reste également fermée. Mais si on se laisse glisser au cœur de la chose, si on adhère au pire, alors la porte s'ouvre et on a le sens, et on a le vrai visage de la chose, son remède au cœur du mal ou derrière la porte du mal. Le mal, entre guillemets, c'était justement la porte mentale qu'on mettait sur la chose qui n'est ni bonne ni mauvaise, qui est autre chose. Le mental, si malin, s'écriera aussitôt: alors il faut tout accepter, même la destruction, même. Et on le voit qui dresse l'oreille. Parce que naturellement,
c'est la destruction qui l'attend et il l'aura. S'il accepte à sa façon, il aura certainement la destruction et quelques coups de bâton par-dessus le marché. Sa glu noire se colle partout. Elle est sans espoir. Ce n'est pas avec lui qu'il faut marcher sur ce chemin. Il vous collera au premier tournant. Cette coulée dans l'évidence, il faut y goûter. Ces 1000 petites portes de toutes les minutes et de tous les pas et dans tout. Il faut les ouvrir. Même pas les ouvrir. Passer au travers comme un courant d'air en répétant le mantra et avec une sorte de volonté de vérité ensoleillée ou d'appel de vérité partout. C'est ce que Mère appelle la sincérité. Et elle la définissait si merveilleusement. C'est cela que j'appelle sincérité. Si l'on peut s'attraper à chaque minute à appartenir à la vieille stupidité. La vieille stupidité de l'habitude mentale grouillante qui marmonne ses petits désastres, ses petits péchés, ses petits non, ses petits oui, ses petits grincements, ces vieilles voracités d'enfants punis dans une cage et qui voudraient bien avaler le cosmos entre ses barreaux. Il faut faire le courant d'air dans tout cela. On le traverse, on le promène avec soi, on l'emporte partout. C'est inévitable, mais il y a une manière de couler dedans en lui pinçant l'oreille, parce qu'on n'est pas dupe, mais on coule dedans, on passe au travers. Même au travers de la maladie, même au travers de la mort, Mère l'apprendra. Le corps aussi apprend la leçon de la maladie, disait-elle. C'est très, très amusant. La différence entre la chose telle qu'elle est, le genre de désordre quel qu'il soit, et la vieille habitude de sentir et de recevoir la chose. L'habitude ordinaire, ce qu'on appelle la maladie. Je suis malade, c'est très amusant. Et toujours, si l'on reste vraiment tranquille, il y a toujours une petite lumière chaude, très brillante et merveilleusement tranquille derrière, comme si elle disait « Tu n'as qu'à vouloir ». Alors les cellules s'affolent. Comment vouloir? Comment est-ce que je peux? C'est une maladie. Toute la comédie, c'est une maladie. Alors quelque chose qui est d'une sagesse générale dit calme-toi, calme-toi, ne reste pas attaché à ta maladie. Et elle consente. Consente comme l'enfant qu'on gronde. Bon, c'est bien, je vais essayer. Elles essaient. Immédiatement, de nouveau, cette petite lumière vient. Tu n'as qu'à vouloir. Et une ou deux fois, pour une chose ou une autre, sur ce point, on consent. La minute d'après, c'est fini. Plus de maladie. Pas la minute, quelques secondes, fini. Alors les cellules se souviennent. Mais comment se fait-il? J'avais mal là, ploc, tout revient. Et toute la comédie se déroule constamment comme cela,
Donc, si elles apprenaient vraiment la leçon, oh, elles apprennent leur leçon tout le temps, tout le temps. Toutes les choses, tout ce qui arrive, c'est toujours une leçon, toujours, toujours, toujours. Toutes les querelles, toutes les difficultés, toutes les soi-disant maladies, tous les désordres, c'est pour nous apprendre une leçon. Dès qu'on apprend la leçon, c'est fini. Mais alors, on est tellement lent et lourd, on met tant de temps à s'apercevoir que c'est une leçon, que ça dure et ça dure et ça dure. Il commence à apprendre sa leçon. Et alors, au lieu de cette réponse égoïste qui consiste à dire «Oh non, je ne veux pas de ça, je n'en veux pas, je suis au-dessus» et mère riait de cette faiblesse et de ce désordre, laissez venir, accepter et voir quelle est la solution. C'est-à-dire, au lieu du vieux problème, le rejet de la vie, le rejet de la difficulté, le rejet du désordre et la fuite dans le nirvana, c'est l'acceptation de tout et la victoire. L'acceptation totale pour trouver le sens vrai de chaque chose, ce qui est derrière la porte. L'autre visage des choses, ce qui est réellement sans le travestissement mental, le travestissement des sensations, le travestissement des réactions, le travestissement des maladies et de la mort et de tout, la trame. Et mère ajoutait, la vie est sur le point de devenir merveilleuse, mais on ne sait pas la vivre. Il faut encore apprendre. Quand on apprendra, vraiment, ce sera quelque chose. Et alors, à mesure que l'adhésion se perfectionne, que l'on cesse de coller des oui, des non sur les choses et les circonstances et les rencontres, on commence à couler dans la chose, l'autre chose, l'évidence, et on découvre la merveilleuse organisation. Tout vient pour vous faire avancer aussi vite que possible. Tout. Les obstacles, les contradictions, les incompréhensions, les occupations superflues, tout, tout, tout pour faire avancer. C'est pour toucher un point, un autre, et vous faire progresser aussi vite que possible. Si on ne s'occupe pas de cette matière, comment est-ce qu'elle va changer? Et toutes ces petites portes qui s'ouvrent, à droite, à gauche, sous chaque pas et chaque minute, chaque geste, chaque bêtise, cela fait une aération dans l'être et dans la vie autour, et même dans le corps. Tout commence à devenir comme poreux, sans nous en apercevoir. Nous sommes arrivés à la grande porte, l'universalisation physique. On s'est élargi comme par enchantement. Le petit pointillement pointille partout.